Aujourd'hui par l'intermédiaire du Gérontopole Aura et de la chaire santé des aînés de l'UJM de Saint-Étienne. Je vais laisser justement Jessica commencer à présenter le webinaire en question et puis très vite la parole justement à nos 4 intervenants sur des formats plus ou moins longs. Ne prenez pas peur, et parce que l'objectif c'est vraiment d'avoir des interactions suite à chaque présentation. Merci Nathalie, merci pour l'organisation de ce webinaire et puis merci à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc c'est un webinaire qui s'appelle Activité physique et vieillissement. On va parler des apports de la recherche interventionnelle, puisque c'est ce qu'on fait principalement nous à la chaire santé des aînés et puis au Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le vieillissement, le défi du vieillissement de la population, ça nécessite de se poser la question de la prévention à la fois des pathologies chroniques, mais également de la perte d'autonomie. Donc, ce webinaire, il va présenter des projets de recherche interventionnelle sur cette thématique du vieillissement et des actions de prévention en santé publique par la pratique d'une activité physique, puisque c'est aussi le thème du webinaire. Je ne vais pas m'attarder sur les bienfaits de l'activité physique, ils sont plus à démontrer, surtout chez les populations qui nous intéressent, donc qui sont des populations qui sont fragilisées par l'âge, souvent et ou par la maladie, et où le plus difficile, ça reste de parvenir à les engager dans un nouveau style de vie. Donc les projets présentés, ils font état de la démarche interventionnelle, à savoir la conception du projet, sa mise en œuvre concrète et son évaluation scientifique. Et donc, nos 4 intervenants, ils sont tous issus de disciplines différentes, puisque un peu dans l'état d'esprit de ces webinaires, nous, à la chaire santé des aînés et au Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes, on prône aussi une approche pluridisciplinaire, c'est ce qui est privilégié, pour permettre à la fois de confronter les expériences et aussi les approches scientifiques. Donc, vont intervenir M. David Dupin, médecin du sport, M. Hervé Fondenberger, kinésithérapeute et qui est aussi doctorant à la chaire santé des aînés, M. Luc Goethals, chercheur en santé publique et aussi doctorant à la chaire santé des aînés. Et puis, donc, je vais tout de suite laisser la parole à Mme Amandine Baudot, qui est chef de projet en santé publique au Centre d'investigation clinique et qui est spécialisée en prévention tertiaire auprès de patients cancer, et elle va nous présenter donc la recherche interventionnelle. Voilà, Amandine, je te laisse la parole. Pas de micro, Amandine. Ton micro. Effectivement, ça marche mieux comme ça. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la recherche interventionnelle. Donc, je suis chef de projet en santé publique. Voilà, donc on utilise beaucoup ce genre de recherche en santé publique. Tout d'abord, donc pour faire je vais vous partager mon écran, ça sera mieux. Tac. Vous l'avez, mon écran, mon diaporama? C'est parfait, Amandine. Parfait. Alors, si on parle d'activité physique, donc on a de nombreuses données sur les bienfaits de l'activité physique et les méfaits de la sédentarité. On sait que ça a des effets bénéfiques, l'activité physique, dans de nombreuses pathologies. On a de nombreuses connaissances sur les mécanismes et sur les actions sur ces pathologies. Et donc, il y a de nombreux plans de promotion de la santé liés à la lutte contre donc ces facteurs de risque, en fait. La recherche interventionnelle, l'enjeu, c'est d'apporter des solutions, en fait, à ces problèmes. Tous ces problèmes qu'on connaît très bien, mais finalement, ce qu'on ne connaît pas, ce sont toutes ces solutions. Donc, c'est là qu'intervient la recherche interventionnelle. Et donc, vraiment, la recherche interventionnelle, c'est vraiment une science des solutions et pas la science des problèmes, finalement, qui est très importante. Et la recherche interventionnelle a beaucoup de retard sur la science des problèmes, qui est l'épidémiologie.
Donc, si on prend une définition de la recherche interventionnelle, c'est vraiment une utilisation de méthodes scientifiques qui permettent de produire des connaissances sur des interventions sous forme de politiques ou de programmes qui existent dans le secteur de la santé, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va prendre une complexité de systèmes, une diversité de systèmes au niveau du sport, au niveau de la politique, au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'école, au niveau de l'environnement. Et toutes ces interventions, on va évaluer l'incidence qu'elles pourraient avoir sur la santé au niveau des individus, mais également au niveau populationnel. Voilà. Donc, quelle question on va se poser en recherche interventionnelle? On va d'abord poser la question de ce qui fonctionne. Donc, à ce moment-là, on va théoriser les interventions, on va conceptualiser toutes ces interventions et on va voir si elles sont viables. Et donc ça, c'est la synthèse de connaissances qu'on peut avoir en recherche interventionnelle. Ensuite, on va voir comment ça pourrait fonctionner. Et là, à ce moment-là, on va faire une expérimentation en contrôlant le contexte. Donc ça, c'est assez classique. Et la recherche interventionnelle, son apport, ça va être est-ce que cela fonctionne, comment ça fonctionne, et est-ce qu'elle est pérenne et transférable. Et là, on va observer le contexte. Et c'est là l'apport de la recherche interventionnelle. On va évaluer comment elle fonctionne, c'est-à-dire qu'on va évaluer la faisabilité, l'acceptabilité de l'intervention, sa fidélité, la qualité de mise en œuvre, et on va évaluer également si elle est transférable dans d'autres contextes. On va également évaluer les facteurs clés de succès et on va évaluer l'adoption de l'intervention par les acteurs et par les décideurs. Donc, autrement dit, la recherche interventionnelle, c'est une recherche du quoi vers le comment ça fonctionne. Et donc, vous l'aurez compris, la recherche interventionnelle, c'est vraiment une multiplicité d'acteurs dans différents domaines. Donc, on va avoir tous ces acteurs qui vont travailler ensemble, notamment des chercheurs, mais aussi les décideurs et des financeurs, les acteurs de terrain, la population cible aussi, qui est souvent oubliée dans des projets. Et c'est important de les mettre en œuvre dès la construction d'un projet de recherche, notamment recherche interventionnelle. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est tout un système d'acteurs, mais il y a aussi une diversité de ces systèmes. Ce système, il est également ouvert avec une influence des variables extérieures. Et c'est un système qui est évolutif parce qu'il apprend en fait au fil des connaissances et l'intervention, elle n'est pas fixe, elle va être enrichie de tout ce qu'on peut apporter et elle va évoluer au cours du temps en fonction du contexte et en fonction des évolutions du contexte. Donc, c'est des interventions qui sont complexes à évaluer et donc qui nécessitent vraiment une interdisciplinarité. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la recherche interventionnelle. Voilà. L'enjeu, ça va être de trouver, de la recherche interventionnelle, ça va être de trouver des stratégies qui vont agir sur les facteurs de risque. Et donc pour ça, en recherche interventionnelle, il est nécessaire de s'appuyer sur des théories d'intervention, donc qui vont être souvent des théories de changement de comportement, qui vont permettre de prédire un comportement qui va déterminer finalement la santé. Donc, c'est important d'avoir ces théories et de théoriser les modalités de changement. On utilise, après, pour conceptualiser une intervention, on utilise des modèles logiques. Donc, je vous présente un modèle logique qui est le modèle Precede-Procede, qui est de Green et Kreuter, avec en amont une démarche diagnostique avec différentes phases et différents systèmes appliqués. Donc, vous avez vu, ça va de l'individu à la sphère politique, avec tout ce qui peut être mis en œuvre en plan politique. Et ensuite, on va avoir une démarche d'évaluation, la phase Procede, qui va de la mise en œuvre avec l'évaluation de résultats, mais en prenant en compte tous les indicateurs de processus et tous les indicateurs qui concernent les modifications de comportement. Donc, on prend vraiment en compte l'évaluation, pas seulement de résultats, comme c'est fait classiquement en recherche. On prend tout le processus de l'intervention. Alors, au niveau de la recherche interventionnelle, il y a différentes méthodes. Classiquement, on va avoir la recherche expérimentale qui va être une recherche plutôt qui s'intéresse à l'efficacité.
Ensuite, on a la recherche effectivesse qui s'intéresse à l'efficacité, mais dans un contexte donné. La recherche interventionnelle va se situer entre l'implementation research et l'effectiveness research. On va avoir différents types de méthodes et de design pour ces recherches interventionnelles, avec le premier type hybride qui s'intéresse à l'efficacité d'une intervention dans un contexte donné. Le deuxième type de design s'intéresse à l'efficacité d'une intervention et qui détermine également la faisabilité et l'impact de la stratégie d'implémentation qui est mise en œuvre, donc la mise en place de l'intervention. Et le type 3 détermine l'impact de la mise en place de l'intervention et en évaluant en objectif secondaire, le critère d'efficacité. Donc, on utilise de nombreuses méthodes qui vont de l'essai contrôlé randomisé, qui est le Graal en essai clinique, mais on va l'adapter en évaluant le concept et en utilisant des méthodes mixtes, ce qu'on appelle des méthodes mixtes, en utilisant la recherche qualitative et quantitative. Et on ne va pas se contenter d'analyser seulement le résultat, on va analyser le processus et le mécanisme qui est indispensable pour aller du « est-ce que c'est efficace ?» cette intervention qui est mise en œuvre, au « pourquoi »,« comment »,« pour qui » et dans quelles conditions elle est efficace. Et donc, l'évaluation de processus, elle a été conceptualisée par le Medical Research Council, qui a publié une méthodologie qui indique donc comment décrire de façon exhaustive des interventions qui sont complexes et donc qui font intervenir différents systèmes et différents acteurs. Pour décrire de façon exhaustive ce processus, on va s'intéresser à la construction de l'intervention avec la participation d'experts ou non, qui a participé à la construction de cette intervention, quelles ont été les ressources utilisées, quels sont les mécanismes de cette intervention, qui l'a mise en place, qui participe, la satisfaction d'intervention, la qualité, quels partenaires ont contribué, comment s'inscrit l'intervention dans le tissu sociétal, et puis, comme vous l'aurez compris tout à l'heure, le contexte. Et donc, il faut vraiment mettre en évidence tout le processus pour permettre sa diffusion. En recherche interventionnelle, on s'intéresse à la transférabilité des interventions. Et donc, on ne cherche pas la généralisation d'un résultat, donc on ne cherche pas seulement l'efficacité, mais on recherche le transfert dans un autre contexte. En fait, si l'intervention est efficace, on va se poser la question de si elle est transposable. Et si l'intervention est inefficace, on va se poser la question de si l'échec est imputable à l'intervention ou est-ce que c'est imputable à une mauvaise mise en œuvre ou à un contexte différent. Et donc, pour prendre en compte le contexte, on utilise ce qu'on appelle l'évaluation réaliste et qui, contrairement à l'évaluation expérimentale qui va prendre en compte directement le résultat d'une intervention, l'évaluation réaliste, elle s'intéresse aux interactions entre le contexte, l'intervention et les faits. Et là, comme vous l'aurez compris, c'est vraiment important d'être pluridisciplinaire et d'avoir une complémentarité des méthodes qualitatives et quantitatives. Les méthodes qualitatives, donc souvent dans la recherche interventionnelle, on va utiliser une évaluation avant l'intervention et après la mise en place d'intervention. Des moments, on le fait aussi pendant l'intervention pour évaluer toutes ces modifications de contexte. Donc, ça va être des entretiens ou des focus group qui vont être réalisés auprès des différents acteurs de la recherche. Voilà. Pour conclure, donc, sur la recherche interventionnelle, il est nécessaire de s'appuyer sur des théories d'intervention qui soient explicites, d'adapter la réalité des interventions, de prendre en compte le contexte, les modalités de mise en œuvre et des acteurs. Et donc, il est nécessaire d'avoir une pluridisciplinarité d'acteurs, de faire collaborer les chercheurs et les acteurs de terrain, et d'adapter les méthodes, parce que ça a beau être une recherche, donc une intervention, elle est complexe, mais ce n'est pas forcément une évaluation qui est complexe derrière. C'est juste une complémentarité des méthodes qui sont issues de disciplines différentes et qui rentrent en compte dans une démarche globale qui est la recherche interventionnelle, finalement. Voilà. Merci de votre attention. Merci Amandine. Peut-être qu'on peut revenir
sur l'ensemble des participants. Peut-être avez-vous des questions plutôt en relation avec cette méthodologie. Si c'est le cas, on peut échanger un petit peu. Si ce n'est pas le cas, on peut passer directement sur une présentation d'un exemple concret de recherche interventionnelle. Amandine, peut-être tu peux enlever ton écran, ton partage d'écran. Oui, il faut que j'y arrive. Voilà. Bon, ben voilà. On enchaîne du coup, David, sur la présentation plutôt pragmatique de plusieurs terrains, plusieurs études interventionnelles. Ça te va? Ouais. Tu partages ton écran? Yes. OK. C'est tout bon? C'est tout bon. Alors, je vais vous parler des programmes d'accompagnement à la reprise de l'activité physique dans les pathologies chroniques que nous développons en lien avec la chaire santé des aînés. Alors, nos études interventionnelles, celles dont on va parler après, sont principalement issues de la cohorte Proof, imaginée par Jean-Claude Barthélemy et Frédéric Roche. En 2001, 1011 sujets ont été inclus à partir de la liste électorale de Saint-Étienne. Il s'agissait de sujets de 65 ans. 1011 sujets qui ont fait pas mal de voyages depuis 20 ans à l'hôpital. Donc, vous voyez, tous les 2-3 ans, on les faisait venir à l'hôpital pour qu'ils puissent bénéficier de toute une batterie de tests. Le but étant d'identifier les facteurs prédictifs du bien vieillir, donc que ce soit sur le plan cardiologique, que ce soit sur le plan pneumologique, respiratoire, musculaire, vasculaire, et puis sur le plan cognitif, puisqu'ils avaient des évaluations cognitives assez répétées, des IRM cérébrales, etc. Donc c'est tout un tas de tests, d'évaluation qu'on leur proposait, et ils se sont bien prêtés au jeu jusqu'à aujourd'hui. Le passage 5, c'est en ce moment, là, 2019-2020. Alors après 20 ans de suivi, 220 décès, 20% à peu près de la cohorte initiale, ce sont les chiffres qu'on retrouve dans la littérature. Alors voici ici représentés nos principaux résultats, puisqu'on avait évalué leur activité physique, leur niveau d'activité physique via des questionnaires. C'est difficile de faire mieux lorsqu'on a un millier de sujets. Donc là, ici en abscisse, vous avez le niveau d'activité physique. Les sujets inactifs étaient ici. La low dose, donc les sujets qui pratiquaient 15 minutes d'équivalent de marche rapide par jour. Medium dose, 30 minutes d'équivalent marche rapide. Donc ça, ce sont les recommandations de l'OMS. Et puis high dose, les sujets qui pratiquaient au moins 1 heure d'équivalent marche rapide tous les jours. Et puis ici, en ordonnée, je vous ai représenté le risque de mortalité. Et donc, vous avez en trait plein les résultats de la cohorte. Donc, en noir, c'est la mortalité toutes causes confondues. En bleu, la mortalité liée au cancer. Et puis, en rouge, c'est la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires. On avait comparé nos résultats avec la littérature. C'est ce que vous avez en pointillé. On s'est amusé à faire une méta-analyse avec les principales études de cohorte que l'on peut avoir sur cette thématique. Et puis, vous voyez qu'il y a un effet dose. C'est-à-dire que plus vous êtes actif, et bien plus ce risque de mortalité diminue. Et on avait montré un effet assez intéressant ici, là, vous voyez, même lorsqu'on n'atteint pas les recommandations actuelles d'activité physique, même pour 15 minutes d'activité physique, de marche rapide par jour, bien, on avait déjà des bénéfices assez conséquents là. On avait un résultat identique sur notre cohorte et sur les résultats de la littérature, 22% de réduction de mortalité si on réalisait 15 minutes de marche rapide tous les jours.
Alors, afin d'aller plus loin dans la recherche de la dose d'activité physique optimale, hein, c'est ce que nous recherchons avec toutes nos études, eh bien, cette étude de cohorte nous a permis de proposer des études interventionnelles. La première, l'étude marche rapide en EHPAD, qui a été réalisée dans une dizaine d'EHPAD du département de la Loire et de la Haute-Loire, régie par la Mutualité française Loire et Haute-Loire. Alors ça, en gros, je vous ai montré ici le programme d'entraînement que l'on a réalisé, que l'on réalise encore, puisque c'est une étude en cours, et qui a été l'objet d'une thèse d'université. L'idée était d'évaluer les différentes modalités d'exercice, et notamment les différents items lorsqu'on propose et lorsqu'on prescrit un exercice. Pour l'intensité, il était difficile d'aller au-delà de la marche rapide. Donc la marche rapide, c'est ce qu'on leur proposait. Et puis vous voyez, hein, comme pour l'étude de cohort proof, eh bien, on avait une évaluation cardiaque, une évaluation des capacités physiques, une évaluation musculaire. On s'intéressait également à ce qu'ils pratiquaient en termes d'activité physique et puis leur temps de sédentarité en dehors des séances qu'on leur proposait. Et puis un bilan neuropsychologique, au moins avant et après les 9 mois d'entraînement. Et puis, on essayait de réaliser un maximum de tests pour avoir des valeurs intermédiaires à 3 mois et à 6 mois. Alors, pour la durée des séances, nos modélisations à partir de la fréquence cardiaque à l'exercice et à partir de la vitesse de marche, eh bien, sont illustrées ici. On est vite limité aussi, hein, pour la durée de l'exercice, comme pour l'intensité de l'exercice. Comme vous pouvez le voir, ici, on a la durée de la séance. Ici, on a l'effet maximal. En gros, ici, c'est l'effet sur la santé, hein. Eh bien, vous voyez que pour une population de 85 ans, c'était à peu près la moyenne d'âge de ces résidents en EHPAD, eh bien, on a une durée optimale d'exercice de marche rapide de 14 minutes. Donc, en gros, il n'y avait aucun intérêt à aller au-delà. Faire 25 minutes de marche rapide tous les jours chez nos résidents en EHPAD de 85 ans, ça avait moins d'intérêt, moins de bénéfices sur la santé que réaliser quotidiennement 14 minutes. Et après, on s'est amusé à modéliser ces résultats en fonction de l'âge. Donc, à 60 ans, vous voyez, la dose optimale que nous avions modélisée était à 22 minutes. À 70 ans, eh bien, c'était plutôt 18 minutes qu'il fallait recommander. À 80 ans, on est dans les 14 minutes. Et puis, vous voyez, la cinétique décroît en fonction de l'âge. Alors, du coup, quel va être le paramètre intéressant chez ces sujets âgés que l'on pourrait faire varier et moduler? Eh bien, ce serait la fréquence. Ici, on s'est amusé à analyser via une méta-analyse, donc là, ici, c'est une méta-régression, plusieurs études interventionnelles de la littérature, et on a regardé en fonction de la fréquence des séances, quelle était la corrélation, quel était l'impact sur la santé. Ici, en ordonnée, vous pouvez imaginer, comme tout à l'heure, un impact sur la santé. Vous voyez, cet impact sur la santé est plus intéressant pour 5 séances réalisées que pour 2 séances réalisées. Pareil, on a un effet dose, hein. Plus on s'entraîne, plus la fréquence est importante dans la semaine et plus c'est intéressant en termes de santé. Donc, pour résumer, l'intensité, au-delà de la marche rapide, quand on a 85 ans, c'est difficile, donc on est sur de l'intensité modérée. La durée, vous l'avez vu avec les résultats de la modélisation, difficile d'aller au-delà de 15-20 minutes lorsqu'on est âgé de 85 ans. En tout cas, ça a peu d'intérêt en termes de santé d'aller au-delà. Et ce qui va être intéressant d'analyser et de faire varier, c'est la fréquence, puisqu'il est plus intéressant, a priori, de faire 5 fois de l'activité physique par semaine qu'une fois. Alors, c'est un petit peu pourtant ce qu'on propose, hein, aujourd'hui en EHPAD. C'est au mieux pour les EHPAD qui ont la chance de proposer quelque chose à leurs résidents. Eh bien, c'est souvent une séance par semaine d'activité physique adaptée avec un coach ou avec un enseignant en activité physique adaptée. Alors, on a aussi montré via la cohorte proof qu'un changement de comportement, même à un âge avancé, pouvait entraîner des bénéfices assez conséquents. Alors, comme vous le voyez ici, on s'est intéressé à deux groupes de sujets à l'âge de 65 ans. Donc ça correspondait à l'époque à l'âge de la retraite.
En bleu, ici, vous avez ceux de la cohorte qui avaient augmenté ou maintenu un niveau d'activité physique régulier. Et en rouge, vous avez ceux qui avaient réduit leur activité physique à l'âge de 65 ans lorsqu'on les a inclus après leur activité professionnelle. Et on s'est intéressé à ce lien avec la mortalité, comme tout à l'heure, et puis avec la morbidité de façon générale. Lorsqu'on s'intéresse à ceux qui ont augmenté ou maintenu leur activité physique, eh bien, vous voyez, sur la mortalité, ça a un effet assez bénéfique. On a une réduction de 26% du risque de mortalité. Sur la mortalité liée au cancer également, et puis sur le risque de chute, on avait également une diminution assez intéressante du risque de mortalité. À contrario, ceux qui avaient réduit leur activité physique, comparé à ceux qui avaient augmenté ou maintenu, eh bien, on avait tous les paramètres qui flambaient. Le risque de chute augmenté de près de 3 fois. Le risque de décéder d'un cancer, pareillement. Et puis, au niveau cardiovasculaire, eh bien, on avait également un risque multiplié par 3 de présenter un décès d'origine cardiovasculaire. Alors, on avait aussi déterminé quelles étaient les modalités les plus pertinentes d'activité physique en fonction de ces critères de morbimortalité. Vous voyez, ce qui était le plus intéressant pour prévenir le risque de chute, c'était plutôt du renforcement musculaire. Ce qui était le plus intéressant pour prévenir la mortalité par cancer, c'était plus de l'endurance cardio-respiratoire. Et c'était vraiment l'association des deux, renforcement musculaire et endurance cardio-respiratoire, qui prévenait des décès, toutes causes confondues, et des décès liés aux pathologies cardiovasculaires. Et c'est justement les prochaines études. Alors la prochaine étude, parce que je vais juste vous parler de l'étude CITUS, qui s'est intéressée, qui s'intéresse, puisque c'est une étude en cours, aux patients coronariens en rééducation cardiaque. Alors la rééducation cardiaque, c'est la rééducation où la littérature est la plus riche, où les études sont les plus anciennes et d'ailleurs les plus importantes de toute l'histoire de la rééducation. Et pour autant, eh bien, on propose généralement un programme assez standardisé, peu personnalisé finalement et assez classique pour tous nos patients. Donc, via l'étude CITUS, nous avions cherché à appliquer les outils et les méthodes d'entraînement utilisés chez le sportif de haut niveau pour encore une fois étudier et analyser la dose d'activité physique optimale. Alors, cette étude fait aussi l'objet d'une thèse d'université qui est en cours, et ici, vous avez l'outil que l'on utilise, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas parler de recherche de performance, même chez nos patients. Hein. L'idée, c'est de leur faire gagner en autonomie, c'est de leur faire gagner en qualité de vie, et on peut passer par une amélioration de la performance. Donc ça, c'est le petit vélo qu'on utilise pour mesurer le sprint, pour mesurer le profil force-vitesse de nos patients. Donc, on leur demande de faire un sprint pendant quelques secondes. Ça nous permet de déterminer une puissance développée en un temps donné, et cette puissance va dépendre de leur force et de leur vitesse. Et en fonction de la limitation, soit en force, soit en vitesse, eh bien, on va les entraîner, soit principalement en force, soit principalement en vitesse. Et c'est l'étude que nous menons actuellement. C'est un outil qui est utilisé régulièrement par le sportif de haut niveau pour guider ces séances d'entraînement. Alors, améliorer ses performances cardio-respiratoires et musculaires pour diminuer la douleur et la fatigue chronique, eh bien, on pense que c'est possible, notamment via l'étude FIMOUF, qui est également une étude en cours et qui fait aussi l'objet d'une thèse d'université. Là encore, on propose de déterminer quelle peut être la dose optimale d'activité physique à proposer chez des patients douloureux et fatigués chroniques, des patients fibromyalgiques. Donc, on propose dans cette étude une initiation à un entraînement assez intensif, puisque la littérature nous dit déjà que c'est intéressant de proposer un mixte entre endurance cardio-respiratoire et renforcement musculaire dans cette population. Et nous, on cherche à évaluer l'intérêt d'un entraînement intensif, court, à l'hôpital, avec un relais rapide en ville dans des structures labellisées sport santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Associé à cela, on a des ateliers d'éducation thérapeutique. Donc, c'est un programme qui fait appel
à plusieurs intervenants professionnels de santé, enseignants en activité physique adaptée, psychologues, et puis on a aussi un versant sociologique sur cette étude, versant sociologique qu'on a à peu près sur toutes les autres études que je vous ai proposées. Et donc on a souvent également un lien avec nos collègues chercheurs de STAPS sur toutes ces études où on essaie de transposer ce qu'on a déterminé chez le sportif, ce qu'on a recherché chez le sportif de haut niveau, et on essaie de transposer ces résultats sur des études cliniques chez nos patients. Et enfin, la dernière étude que je vous propose, c'est ActiPair, puisque la problématique avec ActiPair, c'est que dans certaines pathologies chroniques, le changement de comportement est beaucoup plus difficile à promouvoir. Et c'est pour cette raison qu'on a cherché à évaluer l'intérêt d'un patient pair pour faciliter ce changement de comportement et aider à passer ce cap de l'inactivité physique, de la sédentarité de nos patients, notamment atteints d'un cancer de la prostate, à l'activité physique, en tout cas à la pratique d'une activité physique qu'on voudrait régulière, et à la diminution des temps de sédentarité. Alors, ActiPair, c'est 3 étapes. La première étape, elle consiste à identifier, c'est ici, elle consiste à identifier à travers les récits d'expérience de la maladie et de l'activité physique, les différentes représentations associées aux recommandations de pratique d'activité physique. On va aussi s'intéresser aux freins, aux leviers qui vont être importants pour un engagement pérenne dans une pratique d'activité physique. Et donc, cette première étape va nous permettre d'inclure soit des patients, ça va être la phase d'étape 3, soit les pairs, en fonction de leur niveau d'activité physique, en fonction de leur sensibilité à l'activité physique. C'est l'étape 2. Et donc, justement, l'étape 2, c'est l'étape, on va former les pairs. Donc, on a plusieurs ateliers sur comment motiver, notamment à l'activité physique. Donc, ça, c'est l'étape numéro 2. Et puis, la mise en place de l'intervention. L'accompagnement par les pairs, c'est l'étape 3 qui constitue la phase interventionnelle de l'étude. Pour mieux vous présenter cela, je vais vous montrer une petite vidéo. Ça fait rire Nathalie. Alors, elle est où cette vidéo? Elle est là. Je pense que ça... Merci beaucoup. Vous voyez les trucs là? C'est bon pour la santé, on ne va pas le redire, n'est-ce pas? Oui, ça a l'air d'être bon, David. C'est très bien. C'est essentiel pour les patients qui ont été traités pour un cancer, mais malgré les recommandations des médecins, les malades peinent à chausser les baskets et à changer leurs habitudes. Une étude a été lancée au CHU de Saint-Étienne. L'équipe soignante a eu une idée pour motiver ses patients soignés pour un cancer de la prostate. Oui, ce reportage signé Adèle Lecanu, Aldo Cardulo, Thierry Auden, qui sont allés se voir sur place. Allez, on ne s'arrête pas, monsieur Merveilleux. On ne s'arrête pas. Doucement, mais régulièrement. Motivé, encouragé, Pascal prend sa nouvelle mission très à cœur. Une fois par semaine, il accompagne François pour une randonnée de plusieurs heures. Il est un petit peu rouillé au niveau articulation. On a mis de l'huile et après 5-10 minutes de marche, il accélère et tout se met en marche. Les débuts est toujours un peu dur. Si François doit reprendre le sport, c'est qu'il a été traité pendant 3 ans pour un cancer de la prostate. Pour l'accompagner, les médecins comptent sur Pascal, un ancien patient. Il est ce qu'on appelle un patient pair. Le constat, c'est que 60 à 70% des patients atteints du cancer de la prostate restent inactifs et sédentaires. Donc, on se dit que le message probablement ne passe pas, peut-être que ce message n'est pas assez pertinent, et on s'est posé la question de faire intervenir un patient qui a l'expérience de la maladie, donc un patient pair, parce qu'il a toute cette sensibilité que nous n'avons pas. Le patient, il a vécu la maladie, il a vécu l'annonce du diagnostic, la prise en charge, et je pense que c'est vraiment un atout de pouvoir impliquer les patients pairs dans cette prise en charge. Et tout le monde y trouve son compte. Santé, moi je le verrai là derrière. N'importe quoi. Là, moi ça m'a permis de sortir et de marcher un peu, alors que je ne fais pas de sport tout seul, quoi. Je reste en groupe. Je me suis aperçu qu'on peut marcher 3 heures. Et j'y arrivais alors que jamais je l'aurais fait si je n'avais pas
un coach exigeant et qui me casse les pieds, quoi. Je suis obligé d'y aller, quoi. Allez, on y va? Comme un tiers des patients atteints d'un cancer de la prostate, François a subi une hormonothérapie. Remettez la mécanique en route. 3 ans de traitement, efficace certes, mais lourd de conséquences. Les effets secondaires du traitement hormonal, c'est dans l'ordre de sévérité. C'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui est en fait presque un diabète. C'est une surmorbidité cardiovasculaire qui n'est pas forcément directement liée au syndrome métabolique. C'est l'ostéoporose, donc la fragilité osseuse qui est due au traitement hormonal. C'est une diminution de l'élan vital. On a moins de peps, on a moins de pêche quand on a un traitement hormonal. C'est justement là que l'activité physique entre en jeu. En faisant du sport, on diminue le risque d'avoir ces effets secondaires et on diminue le risque parfois de façon tellement importante qu'on gomme le risque. Après 1 mois et demi de randonnée hebdomadaire, François a gagné en forme et en assurance. C'est la première fois depuis sa maladie qu'il parvient à faire cette ascension. C'est une victoire, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je surmonte ma douleur et aujourd'hui spécialement bien. Alors, pourvu que ça dure. Les médecins surveilleront François pendant 1 an et verront s'il garde une activité physique régulière, avec ou sans Pascal. Bon, a priori, il garde une activité physique régulière. Alors, si je... New chair... Donc là, ici, on a représenté en tout cas les différents binômes, patient-père sur tout le département, et même au-delà, puisque vous voyez, on en a au Puy-en-Velay. Eh bien, pour conclure, le jour où nous serons en mesure de remplir ce tableau sur la dose optimale d'activité physique à prescrire en fonction de l'âge et des différentes pathologies, eh bien, on aura fait pas mal de chemin. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Merci. Merci David. Merci David. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Normalement, on doit pouvoir les poser via le chat ou lever la main. Je puisse vous donner la parole dans la liste des participants. Alors, Vincent a une question. Oui, j'ai remarqué là, dans les deux interventions qui ont eu lieu, à aucun moment on a été évoqué la notion d'éducation thérapeutique du patient. C'est volontaire ou c'est autre chose ou c'est une autre façon d'exprimer la même chose? J'en ai parlé pour le... Pardon, j'en ai parlé uniquement pour l'étude FIMOVE, mais l'éducation thérapeutique, il y en a dans toutes les études que j'ai proposées. En rééducation cardiaque, il y a un programme classique d'éducation thérapeutique que l'on suit généralement dans tous les centres. Et puis, dans les autres études FIMOVE, c'est basé sur l'association activité physique adaptée et éducation thérapeutique, qui fait intervenir du coup pas mal d'intervenants. Puisque pour la fibromyalgie, on a 4 ateliers, l'un sur la physiopathologie de la maladie avec un médecin interniste, l'autre sur la difficulté de travailler lorsqu'on est fibromyalgique avec un médecin du travail, un 3e atelier sur l'importance de rester actif avec un petit volet nutrition avec notre thésarde Claire qui est enseignante en activité physique adaptée. Et puis on a un dernier atelier en lien avec le centre de la douleur sur les outils, les mesures alternatives à préconiser dans la fibromyalgie. Et pour Actipair, c'est pareil, on a une formation pour les pairs, on fait pas mal d'entretiens motivationnels avec une équipe aussi multidisciplinaire où le but c'est d'amener les pairs à pouvoir promouvoir l'activité physique aux patients auxquels ils sont affiliés. Mais tout est basé, c'est vraiment l'association des deux. Toutes ces études qu'on propose, c'est associer activité physique adaptée et éducation thérapeutique. Puisqu'en effet, je pense que les résultats ne seront pas les mêmes, les bénéfices ne seront pas les mêmes si on ne propose que de l'activité physique, surtout dans des pathologies assez spécifiques. Il est important
de bien expliquer ce qu'est la fibromyalgie. Il est important d'expliquer à un coronarien ce qu'est un infarctus, notamment pour éviter les récidives et puis pour faire en sorte qu'ils acceptent et qu'ils adhèrent mieux à la prise en charge, notamment avec l'activité qu'on leur propose. C'est pareil dans le cancer de la prostate. Alors, il y avait une question à savoir si le diaporama pouvait être disponible. Je crois que donc, tout est enregistré, donc je crois que ce sera mis en ligne après sur le site du GDR. En tout cas, merci David, parce que cela montre vraiment la diversité des études en fonction du public et justement les spécificités de chacune en partant vraiment des spécificités de chaque public. Et ce qui révèle justement, un, de la pluridisciplinarité des recherches interventionnelles, et deux, justement, la multiplicité d'acteurs et des interactions pour mener à bien ce type de recherche. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, merci en tout cas, David, encore pour ton intervention. De rien. Merci à Amandine aussi. Je ne l'ai pas précisé, mais c'était aussi une intervention claire et très riche sur la méthodologie interventionnelle. Je propose peut-être à Luc de nous parler de son projet de thèse, pour le coup, qui pose pour le coup la problématique de l'activité physique adaptée et du vieillissement, avec une application orientée sur le marketing en santé. Merci Nathalie. Alors, est-ce que vous voyez le diaporama? Pas encore. C'est fait. Parfait. C'est bon. Ok, c'est bon. Ok. Bon, très bien. Écoutez, moi, je vais vous présenter aujourd'hui un projet qui s'appelle le projet SMAP pour Social Marketing and Physical Activity in Elderly, où on s'intéresse notamment au cas des ateliers de prévention des chutes chez les personnes âgées. Donc, ce projet, je le réalise dans le cadre de ma thèse au sein de l'université, mais Jean Monnet, mais également avec de nombreux partenaires. Et ça sera un peu le fil rouge de ma présentation aujourd'hui, comment mobiliser un ensemble de partenaires dans le cadre de la recherche interventionnelle quand on vient tous de disciplines ou de milieux différents. Donc, rapidement, je vais vous donner un petit peu de... donc, les chutes, ça constitue plus de 80% des accidents de la vie courante chez les plus de 65 ans. Et c'est notamment la première cause de décès accidentel dans cette population. On sait cependant que finalement, les interventions en prévention des chutes, et notamment avec un travail sur l'activité physique, ce sont les actions les plus efficaces pour réduire ces chutes et également pour prévenir la perte d'autonomie. D'ailleurs, aujourd'hui, j'imagine que vous le savez tous, l'activité physique, c'est bien considéré comme un médicament, puisque c'est inscrit dans la loi le fait qu'on puisse la prescrire à travers notamment les médecins traitants. En termes de données un petit peu plus chiffrées, nous, ce qu'on a pu se rendre compte, c'est que finalement, aux personnes à qui on propose de participer à des ateliers de groupe pour la prévention des chutes, seulement 22% des personnes à qui on propose acceptent de participer. Et parmi ces 22%, finalement, seulement 43% des personnes inscrites vont réaliser l'ensemble des séances qu'on leur propose. C'est là où on s'est posé la question comment on pourrait faire pour intéresser plus de personnes à participer à ces ateliers et qu'elles puissent notamment être également plus assidues durant les cours. Donc, on a identifié le marketing social comme une méthode qui pouvait finalement nous aider à promouvoir un comportement favorable à la santé des personnes. Alors, rapidement, la définition du marketing social, en fait, ça consiste à utiliser les techniques du marketing marchand pour réaliser des programmes destinés à faire évoluer les comportements d'individus dans le but d'améliorer leur bien-être. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, c'est tout simplement qu'on va utiliser les techniques du marketing marchand, comme pour vous vendre une boîte de lait, des yaourts, tout ce que vous voulez. Sauf que là, notre objectif à nous, ce n'est pas de vendre quelque chose, c'est de promouvoir un... Et en continuant nos recherches sur cette thématique, on s'est rendu compte que l'utilisation et l'évaluation de l'efficacité du marketing social pour faire évoluer la pratique d'activité physique chez les personnes âgées, ça restait très faible et que sur les 10-15 dernières années, on avait très peu d'études qui pouvaient nous prouver l'efficacité de cette technique. Donc, on a décidé de se lancer là-dedans. Je vais revenir rapidement sur le marketing social pour vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est et puis ça va vous permettre de
de bien comprendre la suite de la présentation. C'est une méthode qui a généralement six étapes. Donc, tout d'abord, rapidement, la définition de l'objectif, ça comme dans tout projet. C'est la suite qui est le plus intéressante. Donc, parce que la méthode du marketing social, elle fait appel à plusieurs disciplines. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle l'étude de la population, ou en marketing, ce qu'on pourrait appeler… on va interroger notre population cible afin de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette population elle a des freins et barrières à adopter le comportement qu'on leur propose. Et c'est également l'idée de savoir quels seraient nos leviers d'action pour les emmener vers le comportement qu'on souhaite, dans notre cas, l'activité physique. Donc, dans le cadre de l'étude de la population, on va faire appel à deux disciplines, généralement les sciences sociales et ou l'épidémiologie. On va ensuite avoir l'étape de ce qu'on appelle la segmentation. Donc, on va diviser notre public en petits segments afin de proposer des interventions ciblées sur des segments spécifiques. Ça nous permet d'avoir une intervention qui est bien plus efficace. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'exchange, qui est la mise en place d'une compensation à l'adoption du comportement. L'idée, c'est de donner un petit coup de pouce aux personnes en leur proposant des choses, que ce soit financières ou autres, pour les inciter à adopter le comportement. J'imagine que vous avez tous entendu parler du mois sans tabac. Dans le cadre de cette campagne, par exemple, vous pouvez aller retirer un kit en pharmacie qui est gratuit et qui va vous aider et vous accompagner durant le mois où vous allez essayer d'arrêter de fumer. Dans le cadre du projet que je vous présente aujourd'hui, nous, on a décidé de mettre en place ce qu'on appelle une incentive financière, c'est-à-dire qu'on offre des cartes cadeaux aux personnes à l'inscription et à l'assiduité. Donc, si les personnes s'inscrivent, elles reçoivent une carte cadeau en lien avec l'activité physique. Et si elles sont assidues durant les 12 semaines, on leur propose également une nouvelle carte cadeau, toujours en lien avec l'activité physique. Ensuite, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les 4P en marketing, qui correspondent en fait au prix. À quel prix on va proposer notre produit, quel produit on va proposer, dans quelle localisation, comment on va se rapprocher au plus des gens et comment promouvoir ce produit. Et puis enfin, l'étude de la concurrence. On va identifier tout ce qui peut faire concurrence au comportement qu'on souhaite promouvoir. Donc, les questions qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment le marketing social s'inscrit dans une recherche interventionnelle, articulant notamment de nombreux acteurs, et c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Comment faire travailler ces acteurs qui viennent de mondes complètement différents, et comment allier la production de connaissances scientifiques avec des actions concrètes sur le terrain. Alors, je ne sais pas si vous avez fait gaffe sur la première diapo, un des partenaires qui est mis en avant, c'est la Fondation du Crédit Agricole, qui est en fait le financeur principal de ce projet. Donc, on a un acteur du monde économique, du monde de la banque, qui se positionne sur ce projet. On a également l'Université Jean Monnet, qui est l'acteur académique, scientifique du projet, et différents partenaires. Donc, comme vous pouvez le voir sur la diapo, on a deux partenaires importants qui sont Atout Prévention Rhône-Alpes et l'ARCEPT-A pour Auvergne, qui sont en fait des organismes regroupant les différentes caisses de retraite sur les territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et tous ces partenaires qui se sont regroupés ensemble financent aujourd'hui de manière conjointe des actions de prévention sur le territoire et notamment nos actions de prévention des chutes qu'on essaye de promouvoir. Et enfin, dernier partenaire dans le cadre de ce projet, et pas des moindres, c'est la Fédération française d'éducation. Une fédération multisport regroupant 500 000 pratiquants sur l'ensemble du territoire. Et dans le cadre de notre projet, c'est le partenaire qui va mettre à disposition des coachs en activité physique adaptée et qui va réaliser l'intervention directement sur le terrain. Donc, ce qui est intéressant dans ce projet de recherche interventionnelle, c'est le mélange de tous ces acteurs. Une fédération sportive, une banque, une université, des acteurs de la prévention et des caisses de retraite. Et l'idée, c'est de faire travailler tout le monde ensemble et de trouver des compromis et également un équilibre entre tout le monde pour arriver à un objectif commun qui est la réduction des chutes chez les personnes âgées. Donc, rapidement, les objectifs de notre étude. L'objectif principal, c'est d'augmenter la participation des personnes âgées à ces ateliers qu'on propose, également d'accroître le taux d'assiduité, le niveau de qualité de vie chez nos participants et également le niveau d'activité physique, on sait important
pour la réduction des chutes. Donc, comme je vous le disais, c'est une étude de type recherche interventionnelle qui a deux phases. Tout d'abord, la phase d'expérimentation, où je vais vous présenter très rapidement l'enquête de population qu'on a menée il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi, et comment, à partir de cette enquête de population, de données scientifiques, et toujours en travaillant avec nos partenaires, on a pu développer notre campagne de marketing social et développer nos propres outils pour promouvoir ces ateliers d'activité physique. Je vais vous présenter après comment on a pu mettre en place le programme et comment ça va se dérouler. Et enfin, une phase très importante dans la recherche interventionnelle qui est l'évaluation qui va être mixte, c'est-à-dire qu'on va récolter des données aussi bien quantitatives que qualitatives, et ces données vont venir se compléter et nous permettre de global et bien plus solide à la fin de notre intervention. Donc, l'enquête de population, on est allé interroger des personnes âgées de 60 ans et plus sur le territoire de la Loire, du Rhône et de la Haute-Loire, à qui on avait proposé de participer à des ateliers de prévention des chutes et qui avaient explicitement refusé de participer. Donc, à travers des entretiens semi-directifs, on a pu identifier les freins et les barrières. Qu'est-ce qui faisait que ces personnes ne souhaitaient pas aujourd'hui participer à ces ateliers, mais également des moyens pratiques d'améliorer nos programmes. En interrogeant ces personnes, on a pu avoir des leviers d'action. Elles nous ont expliqué qu'est-ce qui pourrait demain faire qu'elles viendraient s'inscrire et participer dans des ateliers de prévention des chutes. Et tout ce travail, il a été à la base de la construction de notre intervention. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a été présenté les résultats de ces travaux à nos partenaires, c'est-à-dire aux caisses de retraite et également à la Fédération française de gym. Et on a discuté tous ensemble comment on fait concrètement à partir de ces données pour mettre en place des actions sur le terrain et rendre toutes ces données scientifiques beaucoup plus concrètes pour améliorer notre intervention. Et donc, on a travaillé également sur l'étude de la concurrence, où on a identifié quelles étaient les autres offres sur le territoire, qu'est-ce qui faisait aujourd'hui que certains concurrents avaient plus de personnes que nous ou pas. On a pu segmenter notre public et surtout travailler sur ce qu'on appelle les 5C, qui est une amélioration des 4P que je vous ai présenté tout à l'heure, et qui intègre notamment une notion qui, pour nous, est fondamentale, c'est la notion de collaborateur. Comme vous pouvez le voir, dans ce projet, on travaille toujours tous ensemble, à l'écoute entre les scientifiques, le terrain, l'opérationnel et l'économique. Et à partir de ça, on a réellement pu construire notre intervention. Et donc, notre intervention, elle nous a permis de développer des outils issus du marketing. Et tout d'abord, on a organisé des conférences. Donc là, je vous ai mis en photo l'affiche à droite qui nous a servi à promouvoir et l'article de presse sur cette conférence. Mais le plus intéressant, toujours là-dedans, en fait, c'est le programme. Le programme qui est proposé dans ces conférences. Puisque si vous regardez un petit peu le détail, vous allez voir qu'on a le professeur Jean-Claude Barthélémy du CHU de Saint-Étienne et de l'Université Jean Monnet, qui va venir nous apporter un éclairage scientifique sur les bienfaits de l'activité physique chez les personnes âgées. Puis, on va avoir un représentant de la Fédération française de gym qui, lui, va venir nous présenter les ateliers équilibre. Et enfin, des représentants des caisses de retraite qui vont nous expliquer, qui vont expliquer aux personnes âgées concrètement comment ça va se dérouler pour elles au niveau de la caisse de retraite, comment elles peuvent bénéficier de ces actions, est-ce que c'est gratuit, est-ce qu'il y a un surcoût. Et donc, l'idée, c'est toujours d'apporter ce mix des différents mondes et secteurs et des différentes disciplines pour que l'information auprès de notre public et le convaincre. Je vous montre rapidement, c'est une campagne de publicité qui a été lancée en mars 2020 dans le Progrès. Bon, malheureusement, à cause du Covid, tout est un petit peu retardé, mais on a hâte que ça reparte. Donc, cette intervention, elle se déroule sur 3 territoires, le département de la Loire, de la Haute-Loire et du Rhône, que je vais vous présenter après, qui sont divisés en territoires d'intervention et territoires contrôle. Grâce à nos campagnes, que ce soit campagne de presse dans le journal Le Progrès, nos conférences grand public ou de temps en temps des interventions à la radio ou à la télé,
l'audience qu'on a pu estimer, c'est qu'on va toucher environ 75 000 personnes à travers nos différentes campagnes de communication. Donc ça, c'est quand même une large audience qui nous donne beaucoup d'espoir pour ensuite faire venir les personnes âgées à l'activité physique. Donc ça, c'est le schéma d'intervention de notre étude. Donc, pardon, il est en anglais. Donc, comme vous pouvez le voir tout en haut, on a deux zones. Une zone de test, c'est-à-dire le territoire de la Loire et de la Haute-Loire, qui vont recevoir l'intervention en marketing social, et également le territoire contrôle. Et avant même de lancer toute cette campagne, ce qui a été intéressant, ça a été toute la partie également formation, puisqu'il a fallu se mettre d'accord avec les coachs en activité physique adaptée, avec les caisses de retraite, et en accord toujours avec l'université sur comment on récolte les données, comment est-ce qu'on peut venir récolter toutes ces données sur le terrain sans gêner et sans faire baisser la qualité des interventions. Et donc là, il y a eu toute une période de formation entre nous tous, où on a dû apprendre les uns des autres pour pouvoir mettre en place concrètement cette intervention sur le terrain. Et donc, nos territoires intervention vont recevoir la campagne en marketing social. Et à partir de là, on va pouvoir récolter différentes données auprès de notre public, notamment sur les inscriptions, sur combien de personnes ont souhaité s'inscrire, combien se sont réellement inscrites, quel est leur niveau de qualité de vie, d'activité physique, et comment ces niveaux vont évoluer entre la première et la dernière séance, et comment 3 mois après la fin de l'intervention, ces données vont-elles évoluer, et on observe ou pas un engagement un peu plus pérenne dans une activité physique sur le territoire qui aura reçu l'intervention. Donc, on va récolter énormément de données, notamment de participation, d'assiduité, de précarité. On va également étudier la fragilité des différents territoires. Et à partir de là, ces données vont venir nous aider à construire notre évaluation qualitative à la fin de l'étude. On va pouvoir aller cibler des personnes spécifiques, notamment des personnes âgées sur nos différentes zones d'intervention, mais également des intervenants dans les caisses de retraite et des animateurs APA sur le terrain. Donc, les résultats attendus de cette étude, c'est bien sûr de réduire le risque de chute, réduire les inégalités sociales de santé et de territoire, et c'est également un objectif commun qu'on a entre tous nos partenaires, finalement, et nous-mêmes à l'université, c'est bien sûr de prévenir la perte d'autonomie chez les personnes âgées. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, toujours pareil, est-ce que vous avez des questions justement sur le marketing social, sur la présentation de Luc? Il n'y a pas de questions. On va passer à l'intervention de… Apparemment, il y a M. Nougy. Ah, il y a M. Vincent, d'accord. Bonjour. Bonjour. En fait, la question que je me pose, parce que bon, c'est derrière, quand vous parlez de marketing social, ça veut dire derrière que vous allez faire quoi? Vous allez développer concrètement quelles seraient les applications en termes de, on va dire, de marketing, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui devraient découler des résultats. C'est des plaquettes, c'est des programmes de formation nouveaux, c'est quoi le produit fini derrière? On n'a pas, si vous voulez, c'est un ensemble développé. Là, que je n'ai pas présenté, c'est qu'en amont, on a identifié quelles étaient les méthodes de communication, d'inclusion des différentes caisses de retraite, comment les ateliers se déroulaient concrètement. Et nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est à partir du retour de terrain, de l'expérience des personnes âgées, proposer ce que le public ciblé souhaite réellement. Qu'est-ce que si vous, un exemple tout bête, les caisses de retraite invitaient les personnes âgées à venir participer à ces ateliers à travers un courrier ou un mail. Et en fait, dans ce courrier et dans ce mail, il y avait une multitude d'informations. Et quand on a interrogé les personnes âgées, elles nous disent « mais nous, quand on reçoit ce courrier, on a 4 ou 5 informations différentes. En plus, des fois, ça nous arrive par mail, c'est dans les spams.
Et du coup, vos ateliers équilibre, on n'en a pas du tout parlé, on n'a rien retenu. Et du coup, c'est là qu'on a été les interroger et on leur a dit, mais concrètement, comment on pourrait faire aujourd'hui pour que vous ayez cette information? Et elles nous ont dit, nous, on lit la presse locale. C'est vrai qu'on regarde les conférences qui sont faites en lien avec la santé à côté de chez nous. C'est peut-être le moyen le plus facile de nous attraper. Voilà, concrètement, nous l'ont dit comme ça. Et c'est à partir de là qu'on a développé ces outils en lien avec nos partenaires et qui, à la fin de l'étude, seront réutilisés par nos partenaires justement pour faire venir le plus de monde possible dans ces ateliers. Merci Luc. Merci. On a deux questions. Donc, il y a une question de Baptiste Fournier. Je vais essayer de vous laisser la parole. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette très belle présentation. J'ai juste un tout petit peu tiqué sur coach en activité physique adaptée. Ça consiste en quoi, du coup, quelle est sa formation et quelle différence entre enseignant en activité physique adaptée? Merci. Je pense que c'est une mauvaise terminologie que j'ai utilisée. Coach ou enseignant en APA, ça va être, j'imagine, la même chose. Mais les spécialistes du STAPS vont peut-être pouvoir m'aider là-dessus, parce que je ne viens pas de ce milieu, mais c'est une mauvaise utilisation de langage, je dirais. D'accord, donc c'est des enseignants en activité physique adaptée avec une formation STAPS, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est des enseignants en APA qui ont fait une spécialisation APA dans le cadre de leur formation en STAPS. Super. Je recommanderais juste de mettre enseignant en activité physique adaptée, du coup. Oui. Ça marche très bien, merci. Merci. Oui, c'est vrai que la remarque est très bonne et que c'est un vocabulaire sur lequel voilà, il ne faut pas d'amalgame pour le coup, et c'est bien d'enseignants en APA dont il s'agit. Bienvenue. Ouais. Oui, mais je pense que la question est plus compliquée parce que finalement, les prestataires, les opérateurs sur le terrain peuvent avoir les profils différents. Mais il y a quand même aujourd'hui une formation qui permet à toute autre personne, pas spécialement STAPS, mais tous les autres profils, d'avoir un socle commun acceptable. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un cahier des charges qui permet de définir. Et donc, c'est pour cela que si nous voulons travailler à l'avenir, il est très important qu'on ne s'enferme pas, mais qu'on soit ouvert parce qu'aujourd'hui, il y a un parcours qui permet à d'autres personnes d'être prestataires sur le terrain. Et ça, c'est très important. Je pense que Luc, peut-être, je ne peux pas dire, peut-être que la difficulté de Luc à choisir le bon mot, ou alors ce que Nathalie disait, c'est parce qu'il y a plusieurs profils aujourd'hui qui sont habilités à offrir la prestation tout en répondant au cahier de charges commun qui a été accepté par entre un gentleman agreement, comme je peux dire, entre les prestataires, ceux qui vont faire la prestation sur le terrain, et ceux qui vont payer, parce que ça, c'est la vraie difficulté sur le terrain, parce qu'il y a ceux qui payent, ceux qui ouvrent et ceux qui offrent la prestation. Donc, voilà, je pense qu'il y a un cahier de charges commun acceptable par tous. Et puis, je pense que l'intervention de Hervé va nous permettre de montrer que d'autres profils qui ne viennent pas de STAPS, mais qui sont peut-être des kinés, vont aussi faire quelque chose. C'est la précision ou bien ma contribution au débat qui est ici très intellectuelle. Merci beaucoup à Luc et tous ceux qui ont intervenu tout à l'heure. C'est bien. Et puis, alors, il y avait une question aussi sur l'évaluation qualitative. Vous pouvez, Luc, nous expliquer un petit peu plus en quoi consiste l'évaluation qualitative? Est-ce qu'il y a des entretiens semi-directifs? Normalement, oui, c'est ce qui est prévu en fonction de la situation. Oui, donc c'est des entretiens semi-directifs avec des personnes âgées qui ont participé au programme et notamment pour avoir leur ressenti sur comment cette campagne de communication elle a pu les convaincre finalement d'aller à l'activité physique. Est-ce que le fait d'avoir plus d'informations, ça leur a permis, avec plus de connaissances, de s'engager en fait un peu plus dans l'activité physique et de poursuivre après ces ateliers l'activité physique. Et puis on a également envie d'avoir des retours sur est-ce que cette incitation financière, ça a été vraiment un plus pour les inciter à aller à l'activité physique. Donc c'est bien des entretiens semi-directifs et également auprès des différents professionnels pour avoir leur ressenti, notamment par rapport au public qu'ils accueillent dans
dans les ateliers qu'il dirige. Merci Luc. Il y a encore une autre question, peut-être par rapport au mois sans tabac, peut-être que vous vouliez prendre la parole. Je ne sais pas où vous êtes. Monsieur. C'est moi en fait. Voilà. Pardon, en fait, je voulais savoir par rapport à l'efficacité en fait d'un mois d'intervention en fait sur le changement de comportement à long terme. Je ne sais pas si, par exemple, pendant un mois, ils ont arrêté ou ils ont eu une intervention pour arrêter le tabagisme, s'il avait en fait une continuité de ce changement de comportement. En fait, dans le cadre du mois sans tabac, c'est vrai que pendant un mois, on va donner, vous allez voir des spots publicitaires, des pubs sur les arrêts de bus un peu partout, vos pharmaciens. Mais quand on s'engage dans le mois sans tabac, on s'engage dans une démarche et Santé publique France, qui fait cette campagne, donne un certain nombre d'outils qu'on peut utiliser justement dans le temps. Et l'idée, c'est qu'en fait, pendant un mois, on va accompagner les gens à s'approprier ces outils au quotidien, à leur donner des techniques qui vont leur permettre de poursuivre dans ce changement de comportement. Parce qu'effectivement, si on n'avait pas cette poursuite, au bout d'un mois, après un arrêt brutal, on pourrait avoir notamment un désengagement de la part des personnes, une démotivation dans l'arrêt du tabac. Mais l'idée, c'est que pendant un mois, on va faire le forcing auprès des personnes pour bien que ça rentre, l'information rentre, et qu'elles s'approprient ces outils qui vont les accompagner dans la suite pour prolonger ce changement de comportement. Parce qu'en effet, sur une courte période, c'est compliqué de mettre en place un changement de comportement qui soit durable. Ok, merci. C'est-à-dire il n'y a pas en fait un suivi pour savoir si on a réussi pendant un mois d'intervenir ou d'implanter en fait une notion de changement. Santé publique France, elle, mène des études sur un certain nombre d'échantillons de personnes qui participent et qui s'inscrivent à l'application ou sur le site internet du mois sans tabac. Donc, Santé publique France va prendre les informations. L'application va envoyer des messages d'encouragement et suivre la personne. Mais en tant que telle, non, au bout d'un mois, la campagne de communication, elle est terminée. Ok, merci. Oui. Merci. Peut-être d'autres questions? Ce sera possible éventuellement, si vous en avez d'autres, de contacter directement les intervenants en question, soit par mail, soit par notre biais pour justement faire le lien. J'invite Hervé maintenant peut-être à présenter ton travail, qui vient justement en complément aussi du travail de Luc. Merci encore Luc pour ta présentation. Hervé, est-ce que tu veux partager ton écran? Ouais. Je te laisse te présenter. Et puis, c'est vrai que la casquette de doctorant intéressé justement dans le champ de la psychologie sociale et de la casquette de kinésithérapeute va apporter un regard complémentaire aux discussions et justement à l'apport de la recherche pluridisciplinaire. Merci Hervé. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Pour l'instant, non. Non. Oui. Il faut peut-être que tu mettes ton diaporama. C'est bon pour vous? C'est bon. Allez, c'est bon. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Hervé Funenberger, donc kiné et doctorant au sein du labo SNAIPIS et de la chaire santé des aînés. Je travaille à mi-temps dans le cadre d'une structure de soins de suite et de réadaptation et je consacre le reste de mon activité à ma thèse. Alors, l'idée du webinaire, c'est de parler d'activité physique dans le cadre du vieillissement. Je vous propose donc un tour d'horizon des stratégies motivationnelles, des freins, des barrières à l'activité physique, en utilisant plus particulièrement l'exemple des ateliers équilibre. On fera également un focus particulier sur les déterminants psychologiques et j'aborderai à la fin de ma présentation l'âge subjectif, qui est le sujet de ma thèse. J'essaierai en permanence, pour illustrer mes propos, de faire un lien entre la recherche et mon métier de kiné. Alors, l'activité physique, d'une façon générale, ainsi que les programmes spécifiques basés sur le renforcement de l'équilibre, sont des éléments importants dans le cadre de la prévention des chutes. Les chutes sont effectivement un problème de santé publique. 2 chiffres pour bien comprendre le problème.
une chute par seconde aux USA, ce qui provoquerait un décès toutes les 20 minutes. Et devant l'importance de l'augmentation du vieillissement de la population, on estime qu'on doublera ces chiffres dans 10 ans à peine. Et donc, dans le domaine du vieillissement, pour nous, kinés ou professionnels de l'activité physique adaptée, nous proposons différents types d'activités physiques en fonction du risque de chute. Alors, en reprenant l'arbre décisionnel de l'INPES de 2005, maintenant Santé publique France, qui est encore d'actualité, soit le risque est léger, et donc nous rentrons dans le cadre de la politique du bien vieillir, et d'une façon générale, il s'agira de promouvoir l'activité physique avec tous ses bienfaits. Je ne reviendrai pas sur les avantages concernant l'amélioration de la santé physique, mentale et bien entendu la qualité de vie. Soit le risque est modéré, et donc dans ce cas-là, on va avoir par exemple un antécédent de chute dans l'année, une problématique au niveau d'un test moteur, un time up and go au-dessus de 12 secondes. Nous pouvons proposer une action multifactorielle non personnalisée, telle que les ateliers équilibre. Alors, de nombreux programmes de type atelier équilibre sont actuellement offerts aux personnes âgées. Ils contiennent bien entendu des éléments de bonne pratique. Ils proposent ainsi des séances d'exercice physique et comportent également de l'éducation pour la santé. Et même si ces ateliers n'ont souvent pas été évalués dans leur ensemble en termes d'efficacité vis-à-vis de la réduction des chutes, ils permettent de redonner confiance, d'améliorer les capacités physiques. À titre d'exemple, une évaluation assez récente sur 214 sujets qui ont participé à des ateliers équilibre de la CARSAT, d'Atout Prévention, où on voit une amélioration du time up and go, de l'appui unipodal, de la santé perçue. Cependant, le format des ateliers équilibre est généralement de courte durée, 12 séances en moyenne, et on considère généralement que les programmes de prévention des chutes doivent comporter 50 heures au total, ce qui équivaut par exemple à 2 heures par semaine pendant au moins 6 mois. Il faut donc voir ces ateliers équilibre comme une occasion pour certes répondre à une problématique ponctuelle d'équilibre, mais surtout pour nous, professionnels, une opportunité pour favoriser l'engagement dans une activité physique quotidienne suite à ces ateliers. On en vient à notre problématique qui est la participation aux ateliers équilibre, l'adhésion aux ateliers équilibre. En effet, d'une façon générale, on aura un problème d'adhésion à la fois au niveau du dépistage. On travaille beaucoup avec les centres d'examen de santé qui mènent des actions de dépistage. C'est compliqué de faire venir les gens dans les centres d'examen de santé. C'est compliqué d'arriver à avoir finalement, suite à une proposition, une intention de vouloir participer à ces ateliers. Et enfin, c'est compliqué de les avoir en présentiel lors de ces ateliers. Pour illustrer cette problématique, un article qui a été réalisé sur Saint-Étienne il y a 2 ans, où on proposait, il y a une intervention de professionnels à domicile qui évaluaient les facteurs de risque de chute. Et par exemple, au niveau des ateliers équilibre, 20% des gens sur le moment acceptaient de participer, puis 20% de ces 20%, 6 mois plus tard, avaient réalisé l'action. Donc on se retrouve à peu près 5% de taux de participation. Alors comment faire adhérer les personnes âgées aux ateliers, donc favoriser l'engagement sur le long terme? Il faut aller voir un peu les freins et les leviers à la participation à ces ateliers. Alors une revue littérature qui fait référence est celle de Barthes de 2011, qui a permis d'identifier 59 barrières freinant la pratique et 61 motivateurs favorisant la pratique. Alors plutôt 59 barrières freinant la pratique et 61 motivateurs favorisant la pratique. Il va les classifier en domaines intrapersonnels, interpersonnels et communautaires. On va retrouver l'ensemble de ces freins et de ces leviers, en particulier dans le document de l'INSERM sur l'activité physique et la prévention des chutes, où les auteurs classent en 4 catégories. Et bien sûr, les facteurs sociodémographiques, le sexe, l'âge, le niveau de revenu. Ensuite, les barrières physiques en lien avec l'état de santé, douleur, surpoids, manque d'équilibre, manque de souffle. Les facteurs environnementaux, organisationnels, l'absence de structure adaptée, les contraintes temporelles, les conditions climatiques, le coût. Et enfin, les facteurs psychologiques.
on va avoir eh bien, des manques de temps, manque de motivation, manque d'intérêt, une peur de chuter, des croyances et des perceptions différentes sur l'activité physique, sur ces pathologies. Euh, Si on va un peu plus loin et que on regarde spécifiquement les leviers, les freins liés aux ateliers équilibre, et en particulier la revue littérature de Stéphanie Pain de 2015, on s'aperçoit que ces facteurs favorisants ou entravants psychologiques euh, ont une importance toute particulière par rapport aux obstacles matériels et aux leviers matériels. Et donc, on va retrouver dans cette revue de littérature, par exemple, des attitudes qui sont fatalistes par rapport à la chute. La chute est perçue comme nous pouvons être prévenus, et donc pourquoi s'engager dans des programmes de prévention si derrière, il n'y a pas de solution à mon problème? Certains auteurs précisent également que les chutes peuvent provoquer une expérience de stigmatisation pour les personnes âgées. Ainsi, en attribuant la chute à des événements extérieurs, les personnes âgées peuvent se prémunir contre les stéréotypes négatifs liés à l'âge, c'est-à-dire se prémunir contre un étiquetage de chuteur, et derrière ça, une image de vieillesse, une période de dégradation, une perte d'autonomie. Dans la continuité, les auteurs insistent en particulier sur le fait qu'accepter une intervention de prévention des chutes revient finalement à renoncer, pour certaines personnes, à son identité de personne indépendante. D'où le frein d'intervention inadaptée, où on retrouve très souvent, de la part de nos participants, l'expression bah, « cet atelier n'est pas pour moi, mais pour les autres. Eux, ils sont vieux. » Et pourtant, ces expressions viennent de personnes qui sont à risque eux-mêmes de chuter. Pour résumer, on retrouve des freins assez classiques avec la notion de motivation, mais on voit également l'importance des freins liés spécifiquement aux personnes âgées et en particulier à la problématique des chutes. Alors, comment lutter contre ces freins? Comment améliorer l'engagement? Si on reprend un des premiers freins, l'état de santé, la problématique, à mon sens, est la coordination entre les acteurs et l'appropriation finalement du décret de 2017, sport sur ordonnance, où enfin on définit le rôle de chacun des intervenants dans le cadre de l'activité physique, trouve tout son sens. Alors notre expérience, nous, dans le cadre de SSR, où on s'occupe de personnes présentant une obésité importante, dans le cadre également de la gériatrie, eh bien, on a montré que notre intervention SSR pendant un mois, si nous ne travaillions pas sur des éléments clés tels que la dyspnée, la douleur, mais derrière, c'était compliqué, surtout si nous n'avons pas identifié une filière vers des éducateurs sportifs. De même, si les participants n'avaient pas une prise en charge afin de traiter cette douleur-là, sur la posture également, eh bien, les éducateurs pouvaient être en difficulté. Donc, je crois qu'un premier élément, c'est de travailler sur cette coordination qu'on a réussi à faire nous, dans notre SSR. Le deuxième frein, les facteurs environnementaux. Alors, en France, on a la chance d'avoir en général des ateliers qui sont gratuits pendant 12 séances, et on essaye au maximum d'impliquer les mairies pour avoir très souvent une aide au niveau des transports, favoriser des taxis pour faire venir des personnes âgées dans les ateliers. Enfin, la troisième catégorie, motivation et perception sur le vieillissement. Alors, bien entendu, on ne peut pas aborder le thème de motivation sans parler des théories motivationnelles, rassurez-vous, je ne vais pas les développer. Mais bien que ces modèles soient composés de variables très différentes, ils renvoient tous à une idée commune, c'est-à-dire que l'adoption d'un comportement dépend principalement des croyances et des attentes de l'individu quant au comportement demandé, des croyances en ses capacités à réaliser celui-ci et de la formulation d'objectifs. Concrètement, sur le terrain, l'utilisation des outils liés à l'entretien motivationnel et à l'éducation thérapeutique du patient semble pertinent. Ces outils sont appropriés depuis maintenant une dizaine d'années par les soignants, suite à la loi HPST, fin 2010, et surtout des décrets de la HAS. Une des problématiques, c'est que ces outils ne sont pas toujours adaptés à la problématique de la chute. Par exemple,
le modèle transthéorique du changement, bien adapté, qu'on utilise, nous, pour l'activité physique, en lien avec la problématique de l'obésité. On a eu beaucoup de difficultés à trouver des outils liés au vieillissement. Alors, j'invite les gens qui s'intéressent à cette problématique à consulter le site du CDC américain, le Centre de contrôle des maladies, où un document très utile, très pratique pour travailler sur l'éducation des patients. Et en particulier, ils ont adapté ce modèle du changement à nos personnes âgées, et en particulier à la problématique des chutes. Donc vraiment, je vous invite à consulter l'ensemble de ces documents qui donnent des tips, des astuces vraiment pour les professionnels. Et en particulier, quelle réponse quelle réponse donner aux patients en fonction des stades du changement. Alors, on peut également, on utilise beaucoup les métaplans en travaux de groupe pour explorer finalement l'ambivalence, les balances décisionnelles. Très concrètement, on a essayé de comparer les outils de l'EM et de l'ETP. Nous avions eu une subvention pour monter un programme de prévention des chutes. Avant de mettre en place ce programme, nous étions amusés à faire un entretien d'une durée, un quart d'heure, une distribution de brochures, et puis avant la sortie des patients, on reprenait l'ensemble des recommandations et on travaillait avec eux pour des objectifs négociés avec 2, 3 recommandations pour la sortie, qu'on allait évaluer 3 mois à la suite par entretien téléphonique. Donc, première intervention. Deuxième intervention, où lorsqu'on a eu le budget adéquat, on a sollicité des ergothérapeutes, des pharmaciens, diététiciens, kinés, pour faire des sessions de groupe dans le cadre de sessions équivalentes des actions d'éducation thérapeutique. Et puis, une troisième intervention où on allait encore plus loin dans la démarche éducative, où on proposait aux patients finalement de rencontrer le professionnel de santé d'une façon individuelle en chambre, ou alors de continuer à participer à des actions de groupe. Bien entendu, nous avons une évolution positive des taux de recommandation, des taux de suivi de recommandation à 3 mois, 50% pour la première intervention, 60% pour la deuxième et 70% pour la troisième. Donc, bien entendu, qu'une intervention de type éducation thérapeutique est plutôt efficace. Mais ce qui nous a surpris, c'est le taux intéressant des 50%, uniquement avec une distribution de brochures et un entretien motivationnel d'un quart d'heure, 20 minutes, en respectant finalement les désirs, en travaillant sur les objectifs négociés auprès des patients. Le deuxième point, après la motivation, c'est cet élément qu'on a vu tout à l'heure, la perception sur le vieillissement. Juste une diapo pour vous montrer une affiche à l'attention des praticiens, des soignants et des éducateurs d'une agence de santé publique anglaise, où il est précisé de ne pas mentionner finalement le F-word, le mot chute, qui a une connotation très négative suite aux travaux d'Yardley en 2005-2006. On sait que très clairement, il faut éviter d'utiliser ce mot-là. Je vous le dis d'autant plus que nous, on l'a utilisé lors de nos programmes de prévention des chutes, et très rapidement, on l'a enlevé de notre brochure parce qu'on voyait bien effectivement que c'était jugé très négativement. Alors, ce qui est difficile pour les soignants, les éducateurs, c'est de donner une information finalement, mais sans stigmatiser, sans activer des stéréotypes négatifs sur le vieillissement. Un article très intéressant de 2019 qui finalement interrogeait des participants suite à des messages audiovisuels, donc des personnes âgées, et finalement leur point de vue variait considérablement. Les stéréotypes sur le vieillissement semblaient les influencer. Si on rentre un peu plus dans les détails, certains participants estimaient que la campagne de communication avait permis de connaître les risques de chute, de mieux connaître la prévention des chutes. Ils ont donc exprimé des émotions plutôt positives face à ce message, et ont suggéré que les messages aidaient à réduire finalement la stigmatisation liée au vieillissement. Dans le même temps, d'autres participants, eux, ont identifié des messages négatifs sur le vieillissement, ce qui a réduit leur motivation à l'égard de ces messages-là. On voit ici l'importance de personnaliser les recommandations.
J'en viens sur une dernière partie à finalement la place de l'âge subjectif. Quelle pourrait être la place de cet indicateur, l'âge subjectif? Très rapidement, l'âge subjectif, alors une littérature qui est croissante démontre que l'âge subjectif, à savoir l'âge que se donnent les individus, indépendamment de leur âge chronologique, est associé au fonctionnement physique, fonctionnel des seniors. Et en particulier, il a été associé à plusieurs paramètres fonctionnels de la fragilité, tels que la vitesse de marche, la force de préhension. Actuellement, nous essayons de poursuivre les recherches sur le rôle de l'âge subjectif comme marqueur du vieillissement. Et en particulier, nous avons pu montrer un lien avec la peur de chuter et avec la chute également. Mais est-ce que cet indicateur ne pourrait pas nous aider également à personnaliser nos actions? Par exemple, si on utilise les données d'une cohorte américaine qu'on a utilisée pour travailler sur la peur de chuter et les chutes, une population de 5000 personnes, âge 76 ans. Ce qui est assez intéressant, c'est que si vous identifiez les personnes qui se vieillissent ou alors qui se rajeunissent, donc sur le tableau de droite, nous avons le biais un biais de rajeunissement, par exemple. Donc 3800 personnes, les 3/4 des personnes se rajeunissent, qu'on retrouve dans la littérature, et un quart, un tiers va se vieillir ou alors va estimer avoir son propre âge. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'âge est le même, 76 ans, entre ces deux populations. Par contre, l'âge subjectif, l'âge qu'il se donne, quel âge pensez-vous avoir au fond de vous-même? Le groupe qui possède un biais de rajeunissement va identifier un âge de 59 ans en moyenne, et puis pour le groupe qui qui présente un biais de vieillissement ou qui présente l'équivalent de son âge réel, 20 ans de plus. On voit bien finalement l'importance derrière la représentation de son vieillissement entre ces deux populations-là. Si derrière ça, on met ça en corrélation avec la distribution de brochures. Vous avez sur la gauche 2 brochures de l'INPES, de Santé publique France, et puis sur la droite, une nouvelle brochure qui a été envoyée à tous les professionnels il y a maintenant 3-4 ans. On voit bien que si vous distribuez cette brochure ici, comment garder son équilibre après 60 ans? Regardez le titre déjà, comme si toutes les personnes âgées étaient uniformes. Vous distribuez cette brochure à quelqu'un qui a 70 ans et qui estime avoir 20 ans de moins, 50 ans. On pourrait imaginer une réaction plutôt négative de cette personne-là, ce qui pourrait réduire finalement les motivations à l'égard du message de prévention. Alors, c'est notre prochain travail d'aller recueillir un peu les attentes, les besoins, les sentiments à l'égard du vieillissement entre ces deux populations. Alors, je terminerai. En conclusion, nous avons vu l'importance des notions motivationnelles dans la démarche d'éducation, on le connaît. On peut imaginer que ces concepts motivationnels commencent à rentrer dans la pratique des soignants, même si, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'études solides sur la prise en compte dans la pratique quotidienne de ces outils. Le développement depuis 10 ans de l'ETP, de l'évolution de la formation des soignants. Les études de kiné sont passées à 5 ans il y a maintenant 3 ans, avec justement une année où on sensibilise plus sur l'éducation thérapeutique, la prévention, permet certainement de mieux intégrer ces notions dans la pratique des soignants. Cependant, la prise en compte des représentations du vieillissement, bien sûr des seniors, on l'a vu, mais également des soignants. Je vous ai mis un nuage de points des représentations du vieillissement chez les infirmières, un article de Stéphane Adam. Et donc, ces représentations du vieillissement, cette prise en compte des représentations du vieillissement semble être un point essentiel pour améliorer notre stratégie de communication. Il semble donc pertinent de trouver des moyens, des indicateurs pour les éducateurs, pour les soignants, afin de mieux comprendre les personnes âgées et surtout de mieux personnaliser nos messages de prévention. Je vous remercie. Merci Hervé. Et puis pour conclure, je dirais aussi toute la pertinence justement de ces perceptions du vieillissement
notamment en ce moment, en temps de Covid. Ouais. On voit se décupler les discriminations aussi envers les personnes âgées, les comportements agistes, et l'importance justement d'adapter son discours aussi pour les soignants qui vont avoir affaire beaucoup aux personnes âgées. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez les poser sur le chat aussi. Oui, alors Vincent, je crois qu'il avait une question. En fait, oui, j'en ai deux. La première, c'est déjà, est-ce qu'il n'y a pas, dans le propos, il y a quelque chose qui me gêne. Je suis volontairement provocateur, mais déjà, le simple fait de parler de soignant, ça veut dire déjà, quelque part, ça s'entend déjà qu'on est un peu malade, quelque part qu'on est malade. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà utiliser un autre terme que le terme de soignant, même s'il y a des gens qui sont dans des structures de ce type-là? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est, je comprends bien on va dire, la nécessité du mouvement avec la population qu'on a aujourd'hui. Mais est-ce qu'à un moment donné, le problème de fond on va dire sur le long terme, c'est pas d'arriver à éduquer les jeunes pour que finalement, quand ils seront vieux, ce problème-là sera, on peut l'espérer, disons, partiellement réglé dans la mesure où les gens auront développé une culture sportive, entre guillemets, ou en tout cas une culture d'activité physique. Vous avez complètement raison sur la jeunesse, et on voit bien qu'un des problèmes, c'est les stéréotypes liés à l'âge, l'agisme, avec toute une théorie, par exemple, d'internalisation des stéréotypes, où, à force de voir des messages négatifs sur la vieillesse durant toute sa vie, certaines personnes vont internaliser ces stéréotypes-là. Et derrière, ce que je disais, le déni finalement de l'activité physique, de toute façon, la vieillesse, c'est pas joli, de toute façon, la vieillesse, il n'y a rien à faire. L'image tellement négative de la vieillesse fait que derrière, on va se retrouver face à une population qui a des difficultés à justement aller dans l'activité physique. Donc, bien entendu, je pense qu'il faut déjà, bien sûr, favoriser l'activité physique chez les jeunes, mais travaillons également sur les représentations de la vieillesse chez les jeunes. Ce qui permettra que, lorsqu'ils vieilliront, s'engageront plus facilement dans des actions de prévention. Après, oui, sur le terme soignant, sur votre première question, alors soignant, pourquoi j'utilisais le terme soignant, éducateur? Tout simplement parce que je suis dans un milieu de soins et que, voilà, mais pour moi, un soignant est un éducateur, devrait être un éducateur. De temps en temps, je prends ma casquette de soignant et de temps en temps, je prends ma posture d'éducateur. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas le sens de votre première question, je ne sais pas si j'avais bien compris. Le sens de la question, c'est de se dire, je sais pas, moi, si on dit que je fais de l'activité physique, j'essaie de me placer comme si j'étais une personne âgée. Hein. Si on dit que je vais faire de l'activité physique, que je vais faire du sport, etc., il me semble que je ne le percevrai pas forcément de la même manière que si on me dit que je vais suivre un parcours de soins voilà, c'est ça un petit peu la question qui est derrière finalement. Ouais, et bien justement, c'est finalement la représentation que du coup on se fait de l'activité physique en tant que telle. Je reviens sur la notion de parcours, elle est intéressante. Et moi, en tout cas, par exemple, sur le SSR, quand on a un programme sur l'activité physique et l'obésité, et en particulier dans ce cadre-là, on a beaucoup de personnes âgées. Et je crois que lorsqu'on a parlé du décret 2017 sur le sport santé, quand j'ai parlé du rôle de chacun, un kiné, il va travailler sur la douleur. Pour mieux passer le relais derrière, alors un kiné ou on bosse beaucoup avec des enseignants en activité physique adaptée, peu importe. Mais derrière, de pouvoir passer le relais à des éducateurs, justement, des clubs de sport. Et donc, il faut cette frontière-là, elle existe. Un kiné, ce n'est pas un enseignant d'activité physique adaptée, ce n'est pas un éducateur. Et en même temps, chacun a un rôle à jouer là-dedans. Enfin, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Ça réalimente un petit peu le débat sur les luttes de territoire professionnelles en ce qui concerne justement
l'APA et les intervenants, que ce soit kinés, tout à l'heure on parlait de coach sportif ou d'enseignants en APA, ou d'éducateurs bien entendu. C'est pour ça que ce décret-là, je trouve qu'il est très bien fait, parce qu'enfin, il montre qui peut faire quoi dans cette histoire-là. Chacun a des spécificités, chacun a des choses extraordinaires à faire. Simplement, il faut se positionner, il faut savoir. Je ne pourrais pas travailler sans un enseignant en activité physique adaptée. Je ne me vois pas le faire actuellement. Ça me semble tellement complémentaire. Et en même temps, lorsque des personnes vont directement, alors encore une fois, ça dépend qui, mais vont directement, quand un médecin généraliste, par exemple, va orienter quelqu'un pour faire de l'activité physique, très souvent, le retour, c'est oui, mais j'ai mal, etc., etc. Et je crois que la complémentarité kiné, enseignant activité physique adaptée, elle est vraiment formidable. Et chacun a un rôle à jouer dans cette histoire-là. Alors, il y a deux questions. Il y a une question sur le chat, et puis bienvenue, après, je te laisse la parole. Alors, la question, c'est comment on peut intervenir pour changer la représentation de la vieillesse chez les jeunes? Là, c'est une question de société. C'est une question de société. Il y a énormément de travail à faire, bien sûr. On a combien de temps? Il y a tellement de choses à dire. Mais toujours pareil, quand on est sur les représentations, c'est vraiment très compliqué. Mais en tout cas, oui, c'est à travailler chez les jeunes, justement. Mais c'est comme en éducation d'une façon générale, en prévention et en éducation, c'est chez les jeunes que tu peux faire quelque chose. Après, c'est beaucoup plus difficile. Bienvenue. Mais je pense que la personne qui est mieux placée pour répondre à cette question, c'est Jessica qui travaille plus sur l'agisme. Donc, c'est elle peut-être qui est mieux placée pour nous dire les facteurs favorisants ou défavorisants, les attitudes d'agisme, qui vont être toutes ces attitudes que vous et moi, nous aurons vis-à-vis de nos aînés. Mais je pense que la question est plus adressée à Jessica qui trépigne et sûrement pour nous dire quelque chose. Mais bon, c'est... On n'a pas encore travaillé avec les jeunes, c'est justement ce qu'on va faire après, mais pour l'instant, on n'a pas encore été interroger les jeunes. Donc... Moi, ce que je voulais dire, c'est que je voulais participer à dire quelque chose vis-à-vis de la question que Vincent a posée concernant les patients. Mais je pense que je suis tout à fait d'accord avec la réponse de Hervé sur le fait que le mot patient pourrait ne pas être approprié, puisque quand on est patient, on est malade et donc on a envie de soigner quelque chose. Par contre, je suis tout à avis avec le rectificatif que Hervé a apporté, parce que finalement, la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une personne âgée en santé? Et ça, c'est la question très importante. Une personne âgée en santé, pour moi, historiquement, pharmaco-épidémiologiste et pharmacologue, c'est finalement une personne qui consomme 4-5 médicaments à 60 ans, mais qui n'a pas autre chose, c'est une personne âgée pour moi en santé. Et donc, par expérience, quand nous qui travaillons avec les centres d'examen de santé, quand une personne vient passer un examen de prévention, elle va voir le médecin pour toute autre chose que les pathologies qu'elle connaît. Donc, quand vous allez avoir une personne au centre d'examen de santé diabétique, elle prend ses comprimés, elle aura si elle a peut-être une arthrose, elle prend ses comprimés, mais ce n'est pas pour cela qu'elle viendra. Et donc, pour moi, c'est une personne âgée en santé, c'est-à-dire qui prend ses comprimés, et vous verrez que le nombre, il y a quelque chose de très intéressant quand on veut définir la polymédication. Elle va varier en fonction de l'âge. Si vous êtes en prévention primaire comme moi, autour de 60-65 ans, le sujet âgé, je vais vous dire que la polymédication, c'est 4 médicaments et plus. Alors que quand vous allez travailler avec notre ami Thomas Célarier, qui est chef de service de gériatrie et qui voit en moyenne d'âge les personnes de 75 ans et plus, moyenne d'âge 83 ans, il va vous dire la polymédication, c'est 8 médicaments et plus ou 9. Donc, en fait la santé va se définir pas par rapport aux pathologies, le nombre de pathologies qu'on a, mais en ce moment-là par rapport à l'état global de la personne. Et c'est très souvent, quand vous posez la question, et c'est très intéressant le travail de Hervé, la santé perçue.
Si vous avez une personne qui vous dit qu'elle est malade et quand vous lui donnez de faire l'échelle entre 0 et 10, OK, cette échelle-là est très efficace, y compris plus que l'IRM. Si une personne vous dit « je suis malade, je ne me sens pas bien », vous pouvez lui donner tous les médicaments du monde. Hein. Quand vous prenez le taux de mortalité, OK, il y a une corrélation entre la santé perçue et la mortalité pour vous donner la fiabilité de cet outil-là. Hein. Donc, la santé perçue. Et c'est très important parce que quand on va donc travailler, si on revient sur notre thématique qui est sur l'activité physique, vous verrez que effectivement, ce ne sont pas des patients. Ces personnes-là, pour aller, effectivement, même quand on est dans une maison de retraite, pour aller, celles qui vont descendre de leur chambre pour venir participer aux activités collectives ou bien aux activités de groupe, sont des personnes qui, se sentent en meilleur état de santé. Et quand elles viennent, effectivement, elles viennent participer à un programme de prévention, pas pour soigner l'arthrose ou toute autre chose, mais pour effectivement participer au bien vieillir et à d'autres choses. Donc, c'est très important que nous soyons dans notre communication quotidienne, voilà, qu'on fasse attention de dire patients parce que ce ne sont pas des patients dans le dispositif pour lequel ils participent souvent, mais c'est plutôt des personnes en santé qui participent, qui sont dans cette recherche-là. Je pense que c'est très intéressant. Voilà, c'était juste mon commentaire. Merci, bienvenue. Alors, il y a deux autres questions, je crois. Une question sur le chat. Ah, ça, c'est plus pour Vincent. C'est pour savoir sur où est-ce que va être disponible le webinaire sur le site. Et puis, du coup, Vincent, je crois que vous aviez une question sur un autre point aussi. Oui, alors pour répondre à la question, il y a dans les publications, il y a déjà deux webinaires qui sont en ligne. En même temps, je ne veux pas répondre trop précisément pour une raison simple, c'est qu'on est en train de changer complètement le site et qu'il y aura une rubrique spécifique webinaire qui va apparaître. Donc, ce sera très facile d'aller dessus pour retrouver les infos. Et c'est une affaire on va dire, de 15 jours. Mais en cherchant sur le site actuel, déjà, on peut sans aucun problème les récupérer. Ça, c'est le premier point. La question que j'avais, c'est sur un autre, comment dire, c'est sur un autre sujet. Elle est un peu d'ordre méthodologique, mais pas complètement. C'est concernant la question, concernant la façon dont comment dire, on essaie de comprendre comment les gens perçoivent leur âge, s'ils sont plus jeunes ou plus vieux. C'est une simple question. Comment ça se passe? Et quels sont les biais? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des biais. Moi, si j'essaie de me poser la question en me disant, voilà, qu'on me demande quel est l'âge que je me perçois, j'avoue que j'ai un peu du mal à savoir pourquoi je dirais plus, je dis n'importe quoi, moi 50 ou 65. C'est une simple question. C'est en fait l'âge subjectif. Alors, très rapidement, l'âge subjectif, c'est une simple question. C'est quel âge pensez-vous avoir au fond de vous-même? Sur les cohortes, on a cette question, on travaille beaucoup sur des cohortes américaines et la question elle est posée telle quelle. Et on a Pardon? Non, je dis, et du coup, on a une idée de quels sont les comment dire, les facteurs qui font que les gens répondent plus dans une direction que dans une autre, ou plus ou moins loin dans une direction particulière? Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une association entre un biais de vieillissement et des indicateurs plutôt négatifs, une vitesse de marche ralentie, une force de préhension diminuée, une santé auto-rapportée diminuée, sur un ensemble de facteurs. Là, nous, on a montré un lien entre un biais de vieillissement, plus on se sent jeune, plus finalement on a de risques d'avoir une peur de chuter l'année suivante. Voilà, donc ça, il y a beaucoup de travaux qui sont menés en ce moment là-dessus. Et là, on est en train justement, on est en train de faire un article sur la chute. C'est-à-dire que quelqu'un qui se vieillit, et on a repris des données sur 7 ans, quelqu'un qui se vieillit en baseline aura plus de risques de chuter. Non, ça, je le comprends bien. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a 70 ans va dire qu'il a l'impression d'en avoir 50, par exemple? Qu'est-ce qui fait donc les raisons derrière, justement, c'est l'état de santé, par exemple. Quelqu'un qui
va avoir un biais de vieillissement. Très souvent, c'est lié à son état de santé, aux comorbidités, par exemple. J'ai plus de comorbidités, j'ai du diabète, j'ai de l'obésité, etc., etc. Et donc, je me sens plus vieux. Et donc, derrière ça, bien entendu, la mortalité, parce qu'il y a aussi un papier qui est sorti sur la mortalité, le lien entre mortalité et vieillissement. Donc, les comorbidités, c'est un élément qui semble essentiel. La dépression, qui effectivement est un effet médiateur important. Les capacités physiques, voilà, mais on revient vraiment là-dessus. Sur votre question, sur l'âge subjectif. Donc effectivement, ça peut être une simple question comme ça, mais il faut aller creuser un petit peu plus. Vous pouvez très bien poser cette question sur quel âge pensez-vous avoir physiquement, mentalement. Voilà, cette question, elle peut se creuser aussi d'une façon un peu plus importante, mais c'est vrai qu'actuellement, nous, on travaille sur des données américaines et la question elle est posée telle quelle. Et puis, l'intérêt aussi, c'est que si on veut s'en servir comme indicateur, ce que je disais à la fin de mon intervention, toujours pareil, si on décline un indicateur en 3 ou 4 autres, ça devient compliqué après à l'utiliser. Donc, c'est pour ça que là, je me concentre vraiment sur cet indicateur très global. Mais on pourrait le décliner en âge physique, en âge mental, bien sûr. Très bien, merci beaucoup Hervé pour ta présentation. Je pense qu'on arrive au bout de ce webinaire, à moins que vous ayez des questions plus générales portant sur l'ensemble de l'intervention. Bienvenue peut-être, non? Non, non, rien de spécifique, juste pour dire bravo aux deux animatrices. Je ne reviendrai pas sur les intervenants. La qualité était super, le respect du timing, et puis voilà, on commence à s'intégrer dans un groupe. Et j'espère que ceux qui nous ont proposé d'intervenir seront indulgents vis-à-vis du groupe, qui est plutôt un groupe, une petite équipe, toute nouvelle et qui souhaite participer à la vie et à l'animation du GDR. Juste pour répondre de manière plus précise à la question qui a été posée là, concernant l'accès, en fait, c'est dans article récent que c'est actuellement sur le site. Hein, les enregistrements. Ah, merci beaucoup, parce que je trouve... Dans la rubrique article récent. Ok, merci beaucoup. Mais dans la prochaine version du site, donc j'espère que dans les 15 jours qui viennent, 15 jours, un mois maximum, il y aura une rubrique webinaire, donc ce sera encore plus facile à trouver. D'accord, du coup, l'enregistrement, il sera mis sur article récent. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. Et il y aura marqué webinaire avec le titre du webinaire. D'accord, merci. Alors, il y avait une question aussi sur le chat, là, c'est peut-être bienvenu qui est l'expert qui va pouvoir répondre. C'est peut-on avoir des conseils pour pouvoir mener un projet de thèse dans le domaine du vieillissement? Donc là, c'est une personne qui a un projet de thèse qui vise à améliorer les capacités physiques et cognitives des personnes âgées grâce à une méthode innovante d'entraînement et donc maintenir leur autonomie. C'est pas compliqué, c'est de rédiger le projet. Ça dépend de là où la personne, comment elle veut le faire. Et puis, on peut travailler ensemble sur la thématique pour l'affiner. Et puis, voilà, je pense que nous, on est la chaire santé des aînés, on est en prévention primaire, on fait de la gérontologie. Je pense qu'on peut trouver un moyen pour permettre à la personne de réaliser son projet. Voilà, il y a une équipe, il y a Nathalie, il y a Jessica, il y a d'autres personnes. Je pense qu'il y a moyen, effectivement, sur ce qu'elle souhaite faire pour qu'on puisse monter un projet ensemble. De toute façon, on est une équipe qui reçoit à peu près au moins 3 doctorants par an. Donc, pour nous, c'est plutôt, c'est fait maintenant, ça nous permet de préparer l'année pour que, voilà. Cette année, nous sommes déjà au mois d'octobre, donc c'est très difficile de commencer. C'est risqué de s'engager, mais sinon, on ne commencera pas avant janvier, on prend une année dans les dents. Par contre, c'est plutôt le bon moment de préparer le projet et rechercher les financements pour qu'en octobre 2021, la personne puisse commencer. Je pense que je parle sous réserve de toute l'équipe. Oui. On a la possibilité d'accueillir des gens avec des projets sérieux et puis voilà, pour qu'on travaille ensemble. Alors, je crois qu'il y a une question.
Et juste pour rebondir, alors nous, on travaille bien sûr sur le champ de l'activité physique et vieillissement, mais on travaille aussi dans un écosystème beaucoup plus large au niveau de l'université, et ça peut être aussi l'occasion de vous mettre en relation avec d'autres personnes si le sujet de thèse en question est plus orienté dans un champ d'expertise ou un autre. La chaire, on va être plus sur la notion de parcours, sur on va dire, une vision globale, en tout cas, de la personne âgée et de sa prise en charge, de sa prise éventuellement de son engagement dans une activité physique. Alors qu'on peut avoir dans notre écosystème des expertises qui vont être peut-être plus physio, plus sciences humaines et sociales ou autres. Donc, je vous invite à prendre contact, en effet, pour qu'on puisse échanger si vous le souhaitez. Si vous voulez nous contacter, je vais mettre le mail là, dans le chat, je vais mettre le mail de la chaire santé des aînés. Et je crois qu'il y avait une autre question. Je ne sais pas si ça fonctionne. On ne vous entend pas, on n'est pas. Vous devez avoir votre micro coupé, parce qu'apparemment, il ne l'est pas, mais il doit avoir un souci. Est-ce que... On vous entend, on vous voit parler, en effet. On ne vous entend pas. Ouais, je pense qu'il y a un souci avec votre son de votre ordinateur, certainement. Il faut vérifier que ce soit bien le bon micro qui est activé. Oui. Quand on utilise souvent le casque, on oublie d'appuyer le petit bouton. Bon. On peut aussi prendre contact par la suite, si vous le désirez, et vous mettre en relation avec les intervenants si... D'accord. Très bien. Mais écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion peut-être d'échanger, parce que c'est vrai que là, du coup, c'est pas évident. Mais n'hésitez pas à nous joindre sur l'adresse mail en question, et peut-être qu'on pourra échanger de façon plus par téléphone ou autre. Parfait. Écoutez, je pense qu'on peut clôturer du coup ce webinaire. Alors pour nous, c'était une première aussi. Donc, bon, on comprend un petit peu voilà, les attentes aussi. Et du coup, évidemment qu'il y a certainement des pistes d'amélioration. Mais en tout cas, merci déjà aux intervenants qui nous ont fait confiance et qui ont partagé leur travail. Et puis, à bientôt, du coup, sur le prochain événement du GDR qui, je ne sais pas s'il est planifié, Vincent, déjà actuellement. Le prochain, il a lieu, je pense d'ailleurs qu'il est un petit peu finalement dans la continuité de celui-là. Il a lieu le 17, de mémoire, le 17 novembre. Je vérifie. Bah, très bien. Et il est déjà annoncé en fait sur le site du GDR, mais je ne l'ai pas encore fait diffuser. Je l'ai pas encore diffusé en termes de comment dire de newsletter. Par contre, il aura lieu à 18h parce que c'est avec une collègue qui est à Montréal. Ah oui. Donc il n'y aura qu'une seule intervenante, donc il y aura une seule conférence de cette collègue qui est à Montréal. Très bien. Voilà. Et je pense que ça touche plutôt les aspects liés à l'apprentissage. C'est pour ça que je dis que ça fait le lien à l'apprentissage chez des jeunes, je dirais, d'aspects on va dire de qualité de vie et de bonne vie, mais dans le domaine du sport de haut niveau. Mais finalement, je pense que ça rejoint ces problématiques-là. C'est-à-dire comment intégrer dans la formation de ces jeunes des aspects liés à la nutrition, au sommeil, etc., pour ce que j'en ai compris. Donc, il aura lieu un peu plus tard dans la soirée. D'accord. Ben, merci à tous. Merci pour votre attention. Merci Jessica pour l'animation aussi. Merci Vincent. Et puis, donc, au prochain webinaire. Ça marche. Et puis, si vous avez d'autres idées, il ne faut pas hésiter. Ouais, très bien. Et au plaisir de vous rencontrer physiquement, peut-être. Ça marche. Au revoir.
Au revoir. Merci à tous. Au revoir.